Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour animer cette conférence sur le capitalisme européen. On va se poser la question, est-ce que le capitalisme européen existe? Donc je suis Thierry Fabre du magazine Challenge et donc je suis ravi d'animer ce plateau de choix avec de grands spécialistes, de grands économistes qui vont vous parler de ce sujet un peu fondamental. Alors quelques mots pour l'introduire, c'est vrai que c'est un sujet fondamental. Moi, j'en ai entendu parler lorsque j'ai démarré ma carrière de journaliste économique dans les années 1990. Certains n'étaient peut-être pas nés dans la salle, mais à l'époque, il y avait un certain Michel Albert, ancien commissaire au plan, qui avait écrit un bouquin qui avait fait beaucoup de bruit sur le modèle rhénan. Et donc, il avait commencé à conceptualiser ce capitalisme rhénan, donc inspiré beaucoup de l'Allemagne, capitalisme d'Europe continentale, par opposition au capitalisme anglo-saxon, États-Unis et Royaume-Uni, totalement différents. Et c'est vrai que depuis cette différence, on la voit bien à l'œuvre, avec d'un côté un capitalisme européen, avec un État-providence très important, et un marché du travail beaucoup moins flexible que dans les pays anglo-saxons, où là, en revanche, le poids de l'État est beaucoup plus faible. Donc cette opposition, elle a perduré, mais elle a beaucoup changé depuis Michel Albert. C'est-à-dire qu'on a vu une pression du capitalisme anglo-saxon, des règles qui s'imposent aux autres. Et donc on va en parler, notamment avec la financiarisation de l'économie. Et on a en plus récemment un phénomène nouveau qui est l'émergence des populismes et des gouvernements populistes qui, par rapport à ce choix entre un capitalisme plus étatique et un capitalisme plus libéral, ont des choix un peu particuliers. C'est une espèce de mélange des genres. Parfois, on ne sait pas de quel côté ça penche. Donc, c'est très intéressant de se poser la question de ce capitalisme européen aujourd'hui. Et pour démarrer la session, donc je vais passer la parole à Eli Cohen. Alors, Eli Cohen, qui est un économiste renommé, qui a écrit de nombreux ouvrages, qui est directeur de recherche au CNRS et qui va nous poser un peu les bases du sujet pour savoir qu'est-ce qu'un capitalisme européen, finalement, quand on réfléchit, depuis la définition de Michel Albert, et quelle est son évolution récente. Eli Cohen, merci. À toi. Alors effectivement, je comptais démarrer par ce livre de 1991 de Michel Albert qui s'appelait « Capitalisme contre capitalisme » et où Michel Albert essayait à la fois de contraster les deux modèles et d'essayer de voir quelles étaient les lignes d'évolution. Alors ces deux modèles, c'était d'un côté, effectivement, ce qu'il appelait le modèle anglo-saxon. C'est un modèle qu'il caractérisait autour de trois traits. C'est un capitalisme, disait-il, individualiste. C'est un capitalisme court-termiste. Et c'est un capitalisme centré autour de l'actionnaire. Et donc, vous voyez bien que la composante essentielle, c'est une composante individualiste, de concurrence généralisée, et où, en gros, le rôle de l'État, c'est d'essayer de poser le cadre général de l'action économique et d'interférer le moins possible, où ce sont des individus qui contractent, et où l'entreprise est essentiellement l'affaire du capitaliste qui cherche à maximiser sa rentabilité. Par rapport à ce capitalisme court-termiste, individualiste, centré sur l'actionnaire, il opposait ce qu'il appelait le capitalisme rhénan, qui avait lui aussi trois caractéristiques. La première caractéristique, c'est que c'était un capitalisme qui était plutôt long-termiste, et donc dans lequel la stratégie d'investissement à long terme, le développement d'un capital patient était une considération essentielle. C'était un capitalisme de parties prenantes et non pas simplement d'actionnaires, c'est-à-dire qu'il cherchait à trouver le point moyen entre différents groupes d'intérêts qui agissaient dans l'entreprise, les actionnaires, mais également les salariés, mais également les clients, mais également les fournisseurs, mais également les territoires. Et donc, il s'agissait de chercher ce point moyen, et le mot essentiel prononcé par Michel Albert, c'est que c'était un capitalisme du compromis. C'est-à-dire que la logique qui animait ce capitalisme, c'était la recherche de compromis, et même de compromis institutionnels. Alors, ces capitalismes anglo-saxons et rhénans, on voyait bien qui relevait du capitalisme anglo-saxon, le terme le qualifie. Du côté du capitalisme rhénan, il y avait certes l'Allemagne, mais également, ici, un pays comme le Japon,
qui avait cette même logique long-termiste, basée sur le compromis, et où le modèle social était important, puisque au Japon, ça se déterminait notamment par l'emploi à vie. Alors, bien entendu, quand on rentre plus dans le détail, et Michel Albert lui-même rentrait dans le détail, au sein même de ces capitalismes, il distinguait plus précisément 3 variétés, et vous allez voir qu'il introduit une nouvelle dimension. Une variété qui, par exemple, dans le capitalisme rhénan, était plutôt animée par l'État, c'est-à-dire c'était l'État qui était le stratège du développement, et c'était l'État qui agissait par une régulation puissante pour organiser le système. Et vous reconnaissez, si vous voulez, la variété colbertiste, c'est-à-dire la variété française. Le modèle allemand pur, c'est un modèle dans lequel l'État ne joue pas un rôle aussi important, mais où les banques jouent un rôle important, notamment pour le contrôle des entreprises et la stratégie actionnariale. Il expliquait qu'il y avait un système qui faisait que les actionnaires, en fait, déléguaient le pouvoir d'orientation sur l'entreprise à la banque qui centralisait les droits de vote des actionnaires et qui agissait justement dans ce sens du long terme. Et puis la troisième variété, plus purement anglo-saxonne, c'était un système qui était véritablement dirigé par le marché et où les marchés financiers en particulier jouaient un rôle important. Alors, quand il a décrit ces modèles-là, c'était pas simplement pour le plaisir de les décrire, c'était pour expliquer que ce modèle rhénan, auquel nous, Européens, nous étions attachés, était menacé potentiellement par les évolutions et la dynamique du capitalisme, déréglementation, libéralisation, financiarisation, développement, c'est un point très important, des fonds de pension, c'est-à-dire d'actionnaires professionnels qui commençaient à avoir un rôle de plus en plus important dans l'orientation et la direction des entreprises, et donc dans la structuration du capitalisme. Et en gros, le plaidoyer de Michel Albert, c'était un plaidoyer pour le renforcement du capitalisme rhénan et pour éviter que les évolutions liées à la financiarisation, à la création de valeur pour l'actionnaire comme valeur essentielle de la stratégie des entreprises. Donc pour éviter que cette évolution anglo-saxonne ne nous contamine et pour qu'on essaye de préserver ce modèle rhénan. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est ce dont je vous ai parlé date de 1991, nous sommes donc maintenant en 2019, est-ce qu'on peut dire que ce capitalisme rhénan a été préservé et est-ce que ce capitalisme rhénan a muté en un capitalisme européen? Alors, il va y avoir beaucoup d'interventions qui vont essayer de répondre à cette question, mais vous voyez bien que nous ne sommes pas sortis d'une logique du compromis social, nous ne sommes pas dans le tout actionnarial, nous ne sommes pas dans le seul règne de la valeur pour l'actionnaire, et on peut dire que de ce point de vue-là, le capitalisme européen est préservé. Par contre, il y a une dimension sur laquelle je voudrais insister dans les quelques minutes qui me restent, c'est qu'il y a une alternative qui s'est développée à ce capitalisme européen et à ce capitalisme anglo-saxon, c'est le capitalisme chinois, et on va en parler beaucoup, mais il y a juste un point sur lequel je voudrais insister, c'est sur la notion de long terme. Michel Albert insistait sur le fait que le capitalisme européen était un capitalisme patient, capable de se projeter dans le long terme et de s'organiser dans le long terme. Or, ce à quoi on assiste actuellement, c'est à une combinaison d'un modèle en Chine, nationaliste, autoritaire, passionné de technologie, capable de planifier dans le très long terme, ce qui fait qu'en moins de 30 ans, les Chinois nous ont non seulement rattrapés dans ce que j'appellerais tous les systèmes technologiques complexes que nous avions développés, dans le domaine du nucléaire, du ferroviaire, etc. Ils ont été capables de nous rattraper. Mais ils ont même été capables d'emprunter le train de la nouvelle révolution industrielle dans le domaine du numérique. Ils ont dupliqué les GAFA avec leur BATX. Donc ils ont été capables de se poser sur la nouvelle vague industrielle. Et ils sont même aujourd'hui à la frontière technologique, notamment dans le domaine du numérique. J'écoutais ce matin que la région de Tianjin investissait 14 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, une région chinoise, alors que l'ensemble de la France va investir 1,4 milliard. Donc cette capacité de ce nouveau capitalisme à manifester la combinaison d'un système autoritaire, d'un système nationaliste, tiré par l'État, capable de s'investir dans le long terme pour les nouvelles technologies, est à contraster, je dirais, avec le capitalisme européen, puisque, en gros, ce qu'ont fait les Chinois,
C'est ce que les Européens ont rêvé de faire au cours des 30 dernières années. Souvenez-vous des programmes Esprit, Eureka, des programmes de l'agenda de Lisbonne, etc. Nous avons passé notre temps à nous projeter dans l'avenir pour essayer de rattraper notre retard technologique et pour nous situer à la frontière technologique. Et nous n'avons pas réussi, il faut le dire assez largement. Et Madame Vestager, qui, comme vous le savez, vient de rejeter l'accord Alstom-Siemens, a déclaré dans une interview au FT que le bien le plus précieux de l'Europe, c'est sa politique de la concurrence, qu'il fallait la préserver absolument. Au moment où donc les Chinois réussissent cette combinaison que je viens de vous indiquer, il est étrange que les Européens avancent comme seule alternative la politique de la concurrence, et je n'ai pas besoin de développer le cas des Américains, qui ont été capables d'inventer un autre type de système d'innovation, un autre écosystème d'innovation, une autre manière de gérer l'articulation entre le court terme et le long terme. Mais vous voyez en tout cas que ces débats, qui pouvaient paraître d'un intérêt historique, un peu datés, sont au cœur des préoccupations d'aujourd'hui. Voilà, j'ai pas été trop long, ça va ? Parfait, merci beaucoup Elie. Merci d'avoir planté le décor comme cela pour notre réflexion sur le capitalisme européen. Donc je vais passer la parole à Patrick Artus. Donc Patrick Artus qui est chef économiste de Natixis et qui a un peu imaginé cette conférence, il faut le dire. Et donc pour nous déjà progresser par rapport à la question d'Elie, est-ce que le capitalisme européen est préservé ? Pour commencer à répondre, il va se poser la question de l'influence du capitalisme anglo-saxon, puisqu'on voit bien à quel point les tendances lourdes et les règles du capitalisme anglo-saxon s'imposent, notamment dans la gestion des entreprises et dans la rentabilité du capital, aux Européens. Donc, Patrick, à toi pour nous décrypter ce qui se passe chez les anglo-saxons. Oui, donc je vais poursuivre assez naturellement ce que Elie a commencé. Je crois qu'on observe depuis quelques années une version exacerbée du capitalisme anglo-saxon. Quelque chose qui devient encore plus extrême que ce qu'on avait déjà dans le passé et qu'Elie évoque. Et je vais vous donner quelques exemples ce que j'appelle moi des dérives récentes de ce capitalisme anglo-saxon. La déformation du partage des revenus. Les salariés reçoivent une part de plus en plus faible du revenu national aux États-Unis. Les 30% d'Américains au revenu le plus faible ont le même pouvoir d'achat aujourd'hui qu'en 1990, il y a 30 ans. La déformation du partage des risques, qui est encore plus choquante. Dans les récessions, il y a un ajustement extrêmement violent du marché du travail. Les entreprises américaines licencient extrêmement brutalement. Il n'y a pratiquement plus d'effet des récessions sur les profits des entreprises. Les risques ont été reportés sur les salariés. Le rendement du capital pour l'actionnaire, en conséquence, peut énormément monter, puisque les salaires augmentent peu. Et on a une situation qui est assez absurde, je dis, aux États-Unis, et qui est une situation où l'exigence de rentabilité du capital pour les actionnaires est de l'ordre de 15%, alors que l'État américain s'endette à moins de 3%. Donc vous voyez, 15 moins 3, 12, donc il y a une prime de risque reçue pour les actionnaires qui est énorme et qui ne correspond plus à une vraie prise de risque, puisqu'au contraire, les risques sont reportés sur les salariés. Donc du point de vue du capitalisme, c'est une version assez géniale, quoi. Je veux dire, le capitalisme prend la prime de risque, mais pas le risque. Ce qui est quand même, on ne peut pas rêver mieux, quoi. La gestion financière des entreprises va dans le même sens. Les entreprises américaines rachètent leurs actions, et elles s'endettent pour racheter leurs actions. Et comme il y a moins un cours boursier, quand vous détenez une action, c'est la valeur de l'entreprise divisée par le nombre d'actions. Donc s'il y a moins d'actions, le cours boursier monte. Et donc on enrichit les actionnaires par les rachats. En 2018, il y a eu 5% des actions cotées aux États-Unis ont été rachetées. Ça pour un peu plus de 1000 milliards de dollars. Et puis, l'autre développement qui est très intéressant, parce que ça ne correspond pas du tout à un développement d'économie libérale, il ne faut pas croire, le capitalisme anglo-saxon n'est pas un capitalisme libéral. C'est que c'est un capitalisme aujourd'hui qui fabrique des positions dominantes. Et il y a énormément de travaux aux États-Unis, David Autor, par exemple au MIT et d'autres, qui montrent l'augmentation très considérable depuis une vingtaine d'années des entreprises en position dominante, donc en position de monopole. Évidemment, ces entreprises monopolistes extraient de la rente de monopole et donc ont des taux de profit extraordinairement élevés. Donc on a une marge, une hausse très forte des marges bénéficiaires des entreprises qui ne reflètent pas une amélioration de l'efficacité, puisque au contraire, dans ce capitalisme-là, la productivité ralentit.
Évidemment, une entreprise en position dominante n'a pas besoin d'être efficace puisqu'elle est protégée par sa position dominante. Et ça, c'est quelque chose qui commence à beaucoup inquiéter les économistes américains, de se dire que ce modèle, finalement, tue la croissance, hein, puisqu'on a ce ralentissement de la productivité. Alors, la question que tu poses est une question extrêmement importante, c'est-à-dire est-ce qu'on peut résister à cela? Alors j'en reviens pas sur ce qu'a dit Elie, qui est tout à fait évidemment pertinent sur le modèle chinois, qui est le troisième modèle, hein, parce qu'il faudrait peut-être aussi se poser la question de savoir si on peut résister au modèle chinois, mais est-ce qu'on peut résister au modèle anglo-saxon? Alors on essaye, hein, dans la loi Pacte, qui vient d'être votée à 6h15 du matin au Parlement, par 3 députés, donc on a... 15, j'exagère, 15. Ouais. On a la possibilité pour les entreprises européennes de définir un objet social. Sans doute certaines d'entre elles le feront. Si vous lisez Capitalisme et liberté de Milton Friedman, en 1962, évidemment, on n'est pas dans le même monde, quoi. Je dirais, parce que Friedman dit que l'entreprise a un rôle social clair qui est de maximiser la valeur pour l'actionnaire, et qu'elle n'a pas à s'occuper du reste. Donc on essaye. Mais alors, est-ce qu'on peut, même si on a envie, ne pas avoir à importer le capitalisme anglo-saxon? Moi, je pense profondément qu'il y a deux problèmes majeurs ici qui vont se poser à l'Europe et qui ont déjà été touchés d'une certaine manière par Elie. Le premier, c'est que ces entreprises sont d'une puissance incroyable. Quand vous avez des rentes de monopole, la part des salaires dans le PIB qui diminue, des profitabilités énormes, vous avez des capitalisations boursières colossales. Apple, même si c'est un peu baissé, vaut toujours 800 milliards de dollars en bourse. Hein. La capitalisation du CAC 40, de l'ensemble des entreprises même pas du CAC 40, de l'ensemble des entreprises françaises, on doit être à peu près à 1300, 1400 milliards. Donc Apple pourrait acheter la moitié des entreprises françaises, quoi. Donc on a des entreprises qui sont une force de frappe tout à fait colossale, ce qui sera vrai aussi dans le domaine bancaire. Je pense que les banques européennes finiront par être toutes rachetées par des banques américaines. Et donc on a une capacité d'acquisition, hein, de ces entreprises qui est tout à fait considérable. Et deuxièmement, les actionnaires de ces entreprises ont maintenant l'habitude des exigences de rentabilité du capital anglo-saxon, donc ils veulent 15% de rendement de leurs fonds propres, et quand ils deviennent actionnaires d'une entreprise européenne, ils demandent la même rentabilité du capital. Avec ma casquette de banquier, je dis qu'on va défiler auprès des présidents des groupes européens, des fonds américains, qui leur disent « mais qu'est-ce que vous faites? Votre rentabilité est trop basse, donc s'il vous plaît, rachetez vos actions, licenciez, débrouillez-vous, il faut que vous génériez 15% de rentabilité pour l'actionnaire, rendez-nous du cash. Hein. » Et donc on a une pression considérable, et cette pression est d'autant plus considérable que la détention par des non-européens des entreprises européennes augmente continuellement. Hein. Et ceci vient de ce que l'Europe a une aversion pour l'action. À part quelques petits pays comme les Pays-Bas, il n'y a pas du tout de culture des actions en Europe. Il n'y a que 6% des Français qui ont des actions. Et évidemment, vu ce que fait le marché boursier, ça n'incite pas peut-être les Français à mettre leur épargne en actions. Mais on n'a pas de fonds de pension, on a des retraites publiques, des assureurs qui ont des réglementations qui leur interdisent pratiquement de détenir des actions. Donc la détention d'actions en Europe est extraordinairement faible. Et la conséquence de cela, c'est que les entreprises sont de plus en plus détenues par des actionnaires de pays où il y a une culture des actions, comme par exemple les États-Unis, hein, et d'autres pays. Ou la Chine d'ailleurs. Donc je pense que si on veut résister... pour finir, je pense, et j'ai peut-être une toute petite bricole à rajouter, les caractéristiques du modèle anglo-saxon de capitalisme sont de plus en plus détestables, et qu'à nouveau, il ne faut pas parler d'un modèle libéral. Ce n'est pas du tout un modèle libéral. Quand vous recherchez une position de monopole pour rémunérer vos actionnaires à un taux d'intérêt qui verse une prime de risque qui ne correspond pas au risque, vous êtes à l'opposé de l'économie libérale. Dans l'économie libérale, il y a libre entrée, hein, il n'y a pas de position dominante, il y a des autorités de la concurrence qui font leur travail. Peut-être qu'on pourra reparler, à Elie, il y a des autorités de la concurrence, mais Google a 96% de part de marché. Hein, donc là, même la commissaire européenne devrait s'émouvoir. D'ailleurs, elle ne s'émeut pas, hein, parce que Google a 96% de part de marché en Europe. Hein, et elle ne dit rien. Donc elle aime bien les moteurs de recherche, mais elle n'aime pas les locomotives. Et dans une économie libérale, c'est celui qui prend le risque qui reçoit la rémunération du risque. Aux États-Unis, c'est celui qui prend le risque, c'est-à-dire les salariés ne reçoivent pas la rémunération du risque. Donc on n'est pas dans un modèle libéral.
Donc ce n'est pas un débat entre économistes de gauche et économistes libéraux, c'est un modèle qui a des distorsions considérables et donc il faut s'en protéger. Et pour s'en protéger, moi je pense que la seule solution, effectivement, c'est qu'il y ait un capitalisme européen, mais ça veut dire, un capitalisme européen, ça se définit par des actionnaires européens des entreprises qui ont d'autres objectifs. Alors, souvent, on m'objecte dans les débats que ceci n'existe pas et que les actionnaires européens ont les mêmes perversités que les actionnaires américains. Ce n'est pas vrai. Regardez les grands fonds de pension d'Europe du Nord, aux Pays-Bas, au Danemark, c'est pas, vous avez des fonds, ou en Suède, vous avez des grands fonds de pension qui ont une vision longue, qui investissent pour le très long terme. Moi, je travaille avec des grands fonds de pension hollandais et ils réfléchissent à la façon de payer des retraites dans 30 ans. Ils ne réfléchissent pas à la façon de recevoir des dividendes le mois prochain. C'est des façons de travailler extrêmement différentes. Et il faut s'appuyer sur cette forme d'actionnaire, mais il faudrait les développer. Donc il faut faire tomber, je pense, un certain nombre de tabous. Il faudrait qu'on ait des fonds de pension dans le reste de l'Europe, en France, en Allemagne, etc., qui aient des objectifs longs et qui détiennent nos entreprises. Et ce rejet de l'action en Europe est quelque chose qui empêche, à mon avis, que nous puissions défendre une forme de capitalisme européen, même si nous avons envie de le faire. Et dernier tout petit point, pour pas être trop long, évidemment après il y a plein de problèmes techniques à traiter, si c'est dans ce capitalisme européen. Comment techniquement vous traitez la question des parties prenantes? L'entreprise doit s'occuper dans ce modèle, pas seulement des actionnaires, mais des salariés, des sous-traitants, des clients, des collectivités locales, etc. Comment vous traitez ça? Par quelle forme de rapport dans l'entreprise? Certains disent qu'il faut traiter ça dans le conseil d'administration en mettant beaucoup plus de parties prenantes. Je ne crois pas. Je pense que le conseil, c'est en interne, donc on peut avoir des représentants des salariés. Je vois assez difficilement les représentants des clients ou des fournisseurs ou des collectivités locales siéger dans les conseils, mais ça a été défendu par certains présidents du CAC 40. Ça me paraît très compliqué, mais il faut sans doute trouver d'autres organes de débat et de négociation dans l'entreprise. Il y a maintenant le comité social et économique, qui est un autre organe de débat entre les salariés et les directions. Il faut sans doute trouver des façons de négocier avec les parties prenantes dans l'entreprise, de façon à associer beaucoup plus largement toutes ces parties prenantes. Donc il y a une question technique à traiter, en plus de la question actionnariale. Merci beaucoup Patrick pour cet exposé. Je rappelle juste que les dérives du capitalisme anglo-saxon sont très bien décrites dans le dernier livre de Patrick Artus, « Et si les salariés se révoltaient ?» Rappelle-moi l'éditeur. C'est Fayard. Donc si vous voulez acheter son livre, allez-y, on l'a beaucoup détaillé dans Challenge. Il est vraiment passionnant. Sympa, pas cher. Sympa, pas cher. Facile à lire. Voilà, il est dans le magazine. Il y a beaucoup de choses à retenir de ce qui vient d'être dit. Moi, j'ai quelque chose qui me frappe, c'est de vraiment marteler que le capitalisme version États-Unis actuellement, notamment, c'est pas un modèle libéral. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui monte beaucoup outre-Atlantique, cette critique des mastodontes et notamment des GAFA, Google, Apple Co, qui ont cette position dominante, avec des propositions même du côté démocrate, par exemple, de casser les GAFA, donc de démanteler ces entreprises qui ont cette position dominante. C'est effectivement, comme vient de le dire Patrick, des positions de rente, et donc ce n'est pas du tout le fonctionnement pur, entre guillemets, du capitalisme libéral. Alors justement, face à ces mastodontes, que fait-on? Et je vais passer la parole à Anne-Marie Idrac qui va se poser la question notamment de la réaction industrielle, la politique... Non, mais finalement on fait dans l'ordre différent. Voilà. C'est l'improvisation, voilà, c'est un peu de suspense. Voilà, donc pour répondre à la question de... Donc face à ces mastodontes, comment l'Europe doit s'organiser? Il y a une actualité brûlante que Elie a détaillée, c'est ce refus de la fusion Alstom-Siemens, qui a été extrêmement critiqué, parce que beaucoup d'observateurs la jugent ce refus naïf, ce refus de construire un champion européen face au champion chinois dans le rail. Alors, Anne-Marie Idrac, donc vous êtes une spécialiste du transport, puisque vous avez dirigé la RATP et la SNCF. Et également, vous avez été secrétaire d'État. Vous travaillez actuellement sur les voitures autonomes. Donc, c'est le domaine du transport, vous le connaissez bien. Est-ce qu'on peut se poser la question donc, de la réaction de l'Europe en matière de politique industrielle? Est-ce que l'Europe est naïve et que doit-elle faire? Alors, je ne parlerai pas simplement des transports.
Est-ce que l'Europe est naïve? On le dit souvent. Moi, je trouve qu'il faut quand même faire assez attention aux mots parce que, globalement, l'Europe est excédentaire en termes de commerce extérieur. Alors, évidemment, pour nous, les Français qui avons l'habitude de déficit depuis des années et des années, ça fait bizarre. Enfin, bon. Et par ailleurs, quand on regarde à l'échelle mondiale, bon, on est bon dans le commerce international. Je veux dire, on est 16-17% des volumes. Bon, bref. Donc, je ne suis pas sûr que le mot naïf soit exactement adapté. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que on est sur des bases d'une autre époque et qu'on se trompe de focus. Et je vais donner quelques exemples. Par exemple, sur le commerce international, le focus, il continue à être sur les droits de douane. Bon. Les droits de douane, en réalité, il n'y en a presque plus. Et ce qui compte véritablement désormais, c'est quoi? C'est la loyauté de la concurrence. Et c'est pour ça que la Chine n'est pas une économie de marché, puisque les entreprises chinoises les plus puissantes, en fait, sont des state-owned enterprises, comme ils disent, c'est-à-dire des entreprises d'État subventionnées. Bon. Or, on ne sait pas comment contrôler ces histoires de subventions. Deuxièmement, c'est la propriété intellectuelle. Et de ce point de vue-là, pour une fois, peut-être que Trump n'a pas tort. Bon, comment est-ce qu'on contrôle le pillage de propriété intellectuelle, en particulier, encore une fois, la Chine, parce que moi, je suis comme Élie, je trouve qu'il faut qu'on adapte aussi nos logiciels à cette formule-là de nouveau capitalisme. Et le troisième sujet, différent donc des droits de douane sur lesquels on est un peu trop organisé, je dirais, conceptuellement, c'est les questions de l'accès au marché, bon, avec la fameuse idée de la réciprocité. Alors, sur ces sujets-là, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que ça fait des années et des années que les Français disent c'est pas normal, il faut que le commerce soit loyal et réciproque et équilibré, etc. Et jusqu'à une période récente, en Europe, dans les discussions, moi j'ai eu beaucoup de discussions avec d'autres fonctions que celles que vous avez évoquées, bon, le mot même de loyal, ça passait moyen, parce que ça faisait un peu protectionniste à la franchouillard. Je vais donner un deuxième cas dans lequel on n'est pas forcément sur les bons focus. C'est évidemment l'histoire de la concurrence. Alors là, on est sur un paradoxe. Le paradoxe, c'est que le marché intérieur, il n'est pas encore complètement achevé. Il devrait y avoir un certain nombre de domaines dans lesquels la concurrence s'exerce davantage au bénéfice des consommateurs. Au passage, les consommateurs, bon, ils empochent en général la concurrence de manière tout à fait agréable, sans forcément avoir en tête ce qui se passe du côté de la production. Bon. Enfin, quoi qu'il en soit, lorsqu'on regarde aussi bien les formes de concurrence, enfin les deux aspects de la politique de concurrence, c'est-à-dire les aides d'État, le contrôle des aides d'État, le contrôle des subventions, puis on n'embête pas les Chinois, comme je vous le disais, bon, ne jette pas les Chinois, ou les concentrations, avec le cas récent, bon, on a une approche beaucoup trop petite qui est celle de ce que c'est le marché intérieur avant tout. Et par exemple, dans l'histoire Alstom-Siemens, moi ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'on parlait de est-ce que Alstom peut vendre des trains ou des tramways en Chine? Réponse, à peine et de moins en moins. Bon. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, CRCC, enfin les différentes formes de CRCC, enfin de constructeurs chinois qui se sont créés sur les transferts de technologies, notamment de Siemens dans le passé, est-ce qu'ils pourraient aujourd'hui intervenir en Europe? Réponse, oui. Bon. Mais très faiblement, et donc la commissaire a pris la décision que vous savez. Bon, moi, ce que je trouve extrêmement bizarre, c'est qu'on n'ait pas parlé et des marchés africains, et des marchés de l'Asie du Sud-Est, et des marchés de l'Amérique latine, puisqu'en fait, quand on regarde la carte des potentialités de développement ferroviaire, et en particulier du ferroviaire à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire à haute vitesse, ben c'est justement là où ça se passe. Donc on est resté focalisé sur notre petit territoire, je dirais, européen, au lieu d'avoir une vision plus globale. Alors moi j'ai quelques espoirs, et moi mes espoirs, ils viennent d'un changement d'état d'esprit entre à l'intérieur de l'Europe. Je vais vous donner l'exemple d'un troisième sujet qui est les contrôles anti-dumping. Bon. Donc j'ai parlé de la commerce extérieur, à quoi il faut s'intéresser, j'ai parlé de la concurrence, voilà, et il y a anti-dumping. Bon, je vous donne un exemple. L'histoire des panneaux solaires chinois. Il y a
au début des années 2000, enfin, au milieu des années 2000, envahissement par l'Europe, par les Chinois de l'Europe en panneaux solaires. Pour vous montrer la différence d'état d'esprit, nous, les Français, on dit c'est pas bien du tout, c'est pas gentil du tout, donc il faut d'une manière ou d'une autre faire un truc anti-dumping, un truc de protection, enfin quelque chose pour empêcher que ça se passe comme ça. La plupart des pays du Nord disent mais enfin, vous êtes franchement bizarres les Français, hein, parce que vous voulez développer l'énergie solaire, vous voulez faire le fameux 3x20 là, de diversité énergétique, mais alors vous voulez que ça coûte cher, vous voulez pas, avec les Chinois ça coûtera moins cher. Donc c'est intéressant de voir cet état d'esprit. Hein. De même que les Allemands, mais ça, vous ne le direz pas. Peut-être que certains d'entre eux fournissaient les machines à faire des panneaux solaires, mais ça, je ne l'ai pas dit. Je trouve qu'il y a un changement d'état d'esprit par rapport à ça. Par exemple, l'Europe n'a pas reconnu le statut d'économie de marché qui était soi-disant promis à la Chine lors de son entrée à l'OMC. Il commence à y avoir un début de contrôle des investissements directs étrangers avec un juste milieu, parce qu'on sent bien que ce qu'on cherche partout, c'est un juste milieu. Hein. Un juste milieu entre ouverture, parce qu'on a quand même énormément besoin de cet argent et de ces créations d'emplois venus d'investissements directs étrangers, mais il ne faut quand même pas mettre en péril soit nos technologies, soit la sécurité. Bon. Donc il commence à y avoir un début de contrôle d'investissements directs étrangers, mais là aussi, c'est l'Allemagne qui a changé d'état d'esprit il y a 2-3 ans. Et pourquoi est-ce que l'Allemagne a changé d'état d'esprit? Parce qu'il a commencé à avoir des acquisitions de joyaux technologiques, en particulier entreprises de robots allemandes par des Chinois, et plus grave encore, à très haut prix. Pourquoi à très haut prix? Parce que quand l'entreprise en question est devenue chinoise, elle a accès à tout le marché, alors que quand elle était seulement allemande, elle avait accès qu'à un petit bout du marché. Et donc, elle avait une moindre valeur. Et donc, c'est ça qui a suscité une évolution de l'état d'esprit allemand. Voilà, je vais bientôt terminer en disant qu'on a des nouvelles frontières encore, au-delà même de celles que je viens de dire, et qui sont des frontières, je dirais, en train d'être explorées. Hein, et en train d'être explorées de manière de plus en plus coopérative, mais il va y en avoir d'autres. Il va y avoir l'extraterritorialité. Est-ce qu'on peut bâtir une extraterritorialité du droit européen, comme le font les Américains, par exemple sur l'environnement, ou par exemple sur les données personnelles, pas simplement des citoyens européens, mais en général. Il va y avoir très vite, juste après les élections européennes, la question en cours de négociation déjà, avec ou sans les Anglais, dans le nouveau budget, est-ce qu'on va relancer un plan d'investissement ou pas? Il y a des idées d'un nouveau plan Juncker qui serait cette fois-ci consacré quasi exclusivement aux SMI, aux PME et au numérique, simplifié, etc., etc. Et puis, est-ce qu'on peut bâtir des champions industriels? Là, moi, je ne crois pas du tout à des politiques communautaires ou même à des politiques publiques, mais plus à des alliances entre des vrais acteurs, pas des ministres, je dirais, bon, mais entre des vrais acteurs, et avec l'acceptation que, justement, il n'y ait pas la totale concurrence pendant un moment. Bon. Un des échecs des politiques entre guillemets industrielles, c'est que quand on travaille à l'échelle communautaire, on est obligé de saupoudrer les sous partout. Donc évidemment, il faut qu'il y ait un petit centre de recherche, je vais dire dans le fin fond de n'importe quelle province que vous pouvez imaginer dans n'importe quel pays d'Europe. Bon. Et ça ne facilite pas évidemment la concentration intellectuelle et financière des moyens. Donc il y a des nouvelles frontières, et la bonne nouvelle, c'est que les états d'esprit sont plutôt en train de changer dans le bon sens, dans un sens d'idée que tous les Français globalement partagent. Merci beaucoup. Et donc, je décrypte une note optimiste. Finalement, on sent bien que l'Europe semble moins naïve, notamment en matière de commerce. Et c'est vrai que vous avez raison de rappeler l'époque des panneaux solaires chinois. C'était assez impressionnant. On voit bien qu'une partie des Européens était totalement axée sur le libre-échange et sans nuance. On voit bien que ça commence à changer. Alors, autre point où on va poser la question du modèle européen, c'est le domaine de la fiscalité. Et là, je ne suis pas sûr que l'Europe devienne moins naïve, puisque quand il y a une actualité brûlante en matière de fiscalité, c'est l'échec des négociations européennes pour taxer les GAFA.
On a suivi ça de près à Challenge. Pendant 1 an et demi, la France s'est démenée pour essayer d'appliquer une petite taxe aux géants du numérique qui arrivent à éviter massivement l'impôt, et ils ont échoué. Donc, Benjamin Correa, vous allez nous parler de ce sujet. Vous êtes professeur d'économie à Paris 13, vous êtes membre des économistes atterrés, et donc c'est important de se poser la question de la fiscalité en Europe, où on voit que c'est le grand écart entre des pays à taux d'imposition très faibles, voire certains paradis fiscaux, et d'autres comme la France, qui sont au top des prélèvements obligatoires. À vous. Merci. Ah oui, merci. Bon, je vais parler évidemment de la question de l'harmonisation fiscale, mais aussi, ou de la non-harmonisation fiscale, mais aussi de l'harmonisation sociale. Mais je voudrais mettre ça dans un cadre plus général, parce que sinon, on risque de discuter de dimensions à laquelle on ne donne pas toute leur importance. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que je suis parfaitement d'accord avec, en particulier, la conclusion de la dernière intervention, mais aussi qui était présente dans les interventions précédentes, à savoir que nous sommes confrontés à des nouveaux défis, bien, et très sérieux, Alors, on a beaucoup mentionné la Chine. Moi, j'ai envie de dire le défi climatique, hein, qui va exiger des transformations absolument massives de notre manière de nous comporter et qui sont urgentes. Je me réjouis d'ailleurs de voir que dans la salle, il y a une forte proportion de gens jeunes, parce que ça va être votre tâche, parce que nous, on a échoué. Hein, et ce qu'on vous laisse, c'est vraiment pas merveilleux. Bien. Alors, oui, mais moi j'ai vu des pancartes qui sont allées vraiment au fond de moi-même, hein, sur le thème « Quand je serai grand, je voudrais être vivant hein ». Bon. Et je prends ça très au sérieux. Bon, donc, pour affronter ces défis, la question qui se pose, c'est « Sommes-nous équipés ?» Voilà la question. Sommes-nous équipés? Et comme on parle de l'Europe, moi je voudrais sortir des généralités et je voudrais rentrer dans les institutions de l'Union européenne. Vont-elles nous permettre, hein, parce qu'on est dans un ensemble de carcans qui sont aussi des moyens, hein, les institutions, c'est à la fois un carcan et des instruments, bien. Ces institutions peuvent-elles nous permettre d'affronter ces défis? Donc aussi bien la menace Trump que la menace chinoise, que surtout le défi climatique. Alors, je vais tout de suite donner ma conclusion parce que je risque de ne pas avoir le temps. Je pense qu'on est dans un... alors, pour les économistes, je vais employer une expression familière, pour les autres, elle est plus mystérieuse. On est dans un sentier de dépendance, hein, dans une path dependency. On est dans un chemin institutionnel qui nous brise les possibilités d'intervenir à la hauteur de ce qu'il faudrait. Alors comprenez-moi bien, hein, je suis un Européen convaincu, hein, pour des tas de raisons, bien, mais je pense que les constructions que nous nous sommes données nous-mêmes nous empêchent d'agir. Alors maintenant, je vais y aller à coups de serpe, mais c'est quand même très important. Qu'est-ce qu'on a fait, hein, depuis le marché commun? Premièrement, donc, on a fait, je vais aller très vite, rassurez-vous, mais c'est très important. Premièrement, on a fait le marché européen, le traité de Rome et l'acte unique. C'est-à-dire qu'on a fait une politique de la concurrence superstar, hein, qui a pris le primat sur absolument tout. Alors, en 1958, c'était nécessaire, parce qu'on n'avait que des États nationaux, etc. Et il fallait effectivement briser les frontières, sinon il ne fallait pas faire l'Europe, hein, ça on est d'accord. Mais ce qu'on a fait en 86 avec l'acte unique et les pseudo-4 libertés, liberté de circulation des hommes, elles n'existent pas, parce que la vraie circulation des hommes, c'est pas de montrer sa carte, c'est de disposer d'équivalence au point de vue des diplômes, et c'est de disposer d'un suivi en matière de sécurité sociale. Ça n'existe pas. Bien. Par contre, la circulation des marchandises, ça existe. La circulation des capitaux, ça existe au-delà de tout ce qui est imaginable, parce que ça se fait à la vitesse de la microseconde, comme vous le savez tous, bien. Et la liberté sur les services s'est traduite de fait par des utilités publiques privatisées et mises en concurrence. Ça, c'est la première chose qu'on a faite. La deuxième chose qu'on a faite, et je ne trouve pas que ça soit formidable, Eli Cohen se rappelle peut-être d'un rapport du Conseil d'analyse économique qu'on a fait
ensemble, hein, où je dénonçais cette politique superstar et je disais qu'il fallait absolument de la politique industrielle. Bien entendu, j'ai crié dans le désert. Deuxième chose qu'on a faite, c'est l'euro, hein, et tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'élargissement et le traité de Lisbonne, puisque tout ça, c'est un peu les conséquences de la chute du mur de Berlin et de l'explosion de l'Est. Bien. Encore une fois, vous voyez, je vais tout vous dire, j'ai voté pour l'euro. Hein. Aujourd'hui, je ne recommencerai pas. Bien. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on a découvert? C'est que ce qu'on a fabriqué, c'est une monnaie commune sans les conditions, une monnaie unique sans les conditions de la monnaie unique. Une monnaie unique, ça suppose un certain nombre de choses. Ça suppose un budget, ça suppose des politiques d'harmonisation, de transfert, etc. On s'est interdit tout ça. Parce que ce qu'on a fabriqué, je n'ai pas le temps de développer, c'est ce qu'on appelle une communauté de stabilité budgétaire, concept allemand. Ce qui voulait dire, on a une monnaie commune, mais chacun se démerde pour faire en sorte, au plan local, que les conditions de l'équilibre soient réunies. Et le résultat des courses, évidemment, c'est que c'était totalement impossible. La Grèce et l'Allemagne ne pouvaient pas avoir la même monnaie. Et donc, ça a explosé. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a fait? Troisième moment, on a fait le traité budgétaire. Bien. Ce traité budgétaire de 2012, c'est une ineptie totale. C'est une ineptie totale. Pourquoi? Parce que le traité de Maastricht, hein, 3%, 60%, a totalement explosé face à la crise financière et aux frasques de la finance internationale auxquelles on avait donné toute liberté. Hein. 1986, l'OMC, les politiques américaines de déréglementation, etc. Alors qu'est-ce qu'on a dit? 3%, 60%, ça ne marche pas, alors maintenant on va faire 0%, 60%. Et en plus, on va prendre des sanctions. Bien. Bon, le résultat des courses, c'est quoi? C'est qu'on a eu une décennie perdue en Europe, hein, et que notre croissance a été absolument moindre que l'ensemble des zones du monde. Et aujourd'hui, on a un quatrième défi, et le quatrième défi, c'est la question des exilés, des immigrés. En attendant les immigrés et les exilés climatiques, c'est pour demain ou après-demain. Et qu'est-ce qu'on est capable de faire? Payer la Libye pour qu'elle fasse des camps. Et Macron, hein, on vient d'apprendre récemment, si vous lisez les journaux, qu'on vient d'offrir 8 vedettes rapides à la Libye pour pouvoir rattraper... Bon, donc on est totalement à côté de la plaque. Voilà. Alors, j'en ai presque fini. Donc vous voyez, on ne sait pas donner les instruments institutionnels qui permettent de faire face. Et je suis de ceux, c'est pour ça que j'ai une position très paradoxale dans mon camp, si j'ose dire, je suis de ceux qui pensent que constituer ces instruments nécessite de l'Europe. Donc vous voyez, je ne suis pas en train de dire que c'est notre petite France avec ses petits moyens et son petit budget qui va faire face aux défis climatiques. C'est absolument impossible. Donc il nous faut des grandes coalitions, il nous faut de l'Europe, mais pas cette Europe-là, c'est pas possible. Alors, deux mots maintenant, puisque j'en suis à 7 minutes, 44, deux mots maintenant sur les questions d'harmonisation sociale et d'harmonisation fiscale. Ce qu'on a fabriqué en Europe, c'est des clauses de non-solidarité. Hein. Le traité de Maastricht comporte des clauses de non-solidarité, le No Bailout Act. Ça veut dire que lorsque la Grèce s'est trouvée en difficulté, etc., il n'était pas question de faire le moindre transfert et la moindre solidarité, il fallait chacun s'en tirer par lui-même. La seule chose qu'on a fait, comme vous savez, c'est qu'on a fait revenir la Grèce à l'âge de pierre, ou à peu près, hein, comme condition pour les maintenir dans l'Union européenne. Et, la concurrence fiscale fait rage. On a non seulement l'Irlande, qui, par exemple, est à 12%, mais qui fait des rescrits aux multinationales. Et lorsque l'Union européenne s'avise, comme par exemple dans le cas d'Apple, de dire « vous devez repayer tant à l'Irlande parce que les rescrits sont illégaux », l'Irlande fait cause commune avec Apple contre la Commission européenne. Donc si vous croyez qu'avec ça on est équipé pour faire face aux GAFA, eh ben, écoutez, bon courage. Donc il y a vraiment de très sérieux problèmes. Voilà, donc j'en ai presque fini. Oui, il nous faut plus d'Europe. Pas du tout cette Europe-là. Pas du tout cette Europe-là. Comment faire pour la changer?
c'est l'objet de la discussion, mais il ne suffit pas de dire « Ah, le capitalisme libéral, c'est pas bien. Ah oui, en Europe, on fait des compromis. » Voyez la trajectoire institutionnelle dans laquelle nous sommes. Il faut la casser. Et l'argument, enfin, comment dire, le cas d'Apple, comme le cas de Siemens-Alstom, montre bien que cette trajectoire n'est pas cassée du tout. Elle n'est pas cassée du tout. Bien. Donc, comment faire? J'en sais rien. Non, j'ai quelques idées. Et je pense que ça commence par de l'insubordination. Voilà. Et par exemple, la taxe GAFA française, avec toutes ses ambiguïtés, je la salue tout à fait positivement. Parce que, ne serait-ce que, ça montre que c'est possible de commencer tout seul. Contrairement à ce que nous a raconté l'ensemble des responsables politiques, et y compris d'ailleurs les représentants français au Conseil de l'Europe, on n'a pas besoin d'être tous d'accord. Cas de la taxe sur les transactions financières. On n'a pas besoin d'être tous d'accord. On peut commencer. Voilà, donc il faut commencer dans ce domaine, il faut commencer dans d'autres domaines. Et oui, il faut pratiquer l'insubordination. Oui, parce que sinon, on va rester dans cette trajectoire, et cette trajectoire est mortifère. Voilà, merci. Merci pour cette verve. Bon, vous nous avez cassé le moral quand même, il faut bien dire. Mais merci de cet exposé très percutant. Alors, je compte sur Jean Peyrelevade pour essayer de nous redonner un peu le moral. Parce qu'on va cette fois-ci parler, donc Jean Peyrelevade, économiste, qui a une longue carrière dans la finance, notamment Crédit Lyonnais, et qui est conseil en investissement financier, va nous parler de ce modèle européen et notamment du modèle nordique. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de travers dans les institutions européennes, comme vient le rappeler Benjamin Correa, mais il y a quand même des pays qui fonctionnent différemment, et notamment les pays du Nord, qui, à la fois au niveau de l'État et au niveau des entreprises, ont des comportements tout à fait différents du capitalisme anglo-saxon et de ses dérives. Et donc c'est ce que va nous décrypter Jean Peyrelevade pour voir si on pourrait s'inspirer de ce modèle d'Europe du Nord. Merci. Je vais revenir à l'exposé initial d'Eli Cohen. On parle du capitalisme européen, mais j'ai tendance à dire lequel? Parce qu'il y a plusieurs capitalismes européens. Bien entendu, je partage l'avis qui a été exprimé par plusieurs intervenants. Nous avons besoin, au niveau européen, d'une stratégie industrielle. Il n'y a pas de stratégie industrielle au niveau européen possible s'il n'y a pas, au niveau des appareils productifs, des rapprochements. On ne peut pas être identitaire au niveau des appareils productifs et développer une politique industrielle européenne. On ne peut pas être antiproductiviste en France et penser qu'on va entraîner derrière nous toute l'Europe sur l'idée d'une lutte contre le réchauffement climatique qui se ferait contre l'appareil productif, contre le capitalisme. Et donc, nous avons besoin de regarder ce qui se passe ailleurs en Europe. Nous avons besoin d'alliances industrielles transfrontières, de façon à fabriquer progressivement un appareil industriel européen qui soit capable de résister aux menaces soit chinoises, soit américaines, qui ont été très bien décrites par Patrick notamment. Mais regardez dans l'actualité, regardez ce qui se passe. Dès qu'il y a une tentative de rapprochement européen, il n'y a pas que la commissaire à la concurrence européenne, hein. On n'a pas besoin d'un commissaire européen pour se disputer avec les Italiens sur les chantiers navals. On n'a pas besoin d'une commissaire européenne pour se disputer avec les Italiens sur les lunettes et les verres et les montures. On n'a pas besoin d'un commissaire européen pour se disputer entre Air France et KLM. Donc pourquoi nous avons tellement de mal à fabriquer cette Europe au niveau du terrain lui-même? Parce que nous avons un refus de reconnaissance de la culture d'autrui. Pour arriver à un partenariat avec autrui, il faut d'abord le comprendre. Il faut d'abord comprendre sa culture. Il faut ne pas être sûr de soi
sûr de sa supériorité, il faut avoir l'humilité de regarder ce qui se passe ailleurs. Alors, je vais vous parler, moi, de l'Europe du Nord. L'Europe du Nord, il se trouve qu'accidentellement, à travers ma carrière professionnelle, j'ai été amené à y traîner mes guêtres, pas mal de temps. L'Europe du Nord, c'est quand même l'Allemagne, les Pays-Bas et tous les pays scandinaves. Et ils ont inventé quelque chose d'assez extraordinaire. Je m'excuse pour les partisans de la lutte des classes, s'il y en a encore. La lutte des classes, c'est une notion française, hein, presque exclusivement française, aujourd'hui. Ce sont des gens dans lesquels le capitalisme est devenu l'appareil productif. Je préfère parler de l'appareil productif. L'appareil productif est devenu un bien commun. L'appareil productif est un bien commun. Alors, je prends tous ces pays-là, quelques données comme ça au passage. Ce sont des pays qui ont des performances économiques supérieures aux nôtres. Ce sont des pays qui ont tous une très bonne situation budgétaire. Ce sont des pays qui ont tous un excédent de balance commerciale. Ce sont tous des pays qui ont un taux de chômage extrêmement bas. Et enfin, cerise sur le gâteau, ce sont tous des pays qui ont un taux d'inégalité mesuré par le coefficient de Gini qui est inférieur au nôtre, avec une seule exception, qui est l'Allemagne, qui est à peu près au même niveau que nous. Est-ce que tout ceci relève de la coïncidence, du hasard? Je ne le crois pas. Je crois que ces pays ont une performance économique supérieure aux nôtres, ce qui leur permet de sourire quand nous disons avec la fermeté française caractéristique, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que nous devons faire tous ensemble. Ils sourient parce qu'ils sont très en avance par rapport à nous sur la reconstruction autour de leur appareil productif d'une société qui est beaucoup plus, je veux dire, unifiée, inclusive, disons, beaucoup plus inclusive que la nôtre. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces entreprises? Eh bien, au lieu d'être des lieux de conflit, comme c'est le cas en France, fondamentalement, ce sont des lieux où on travaille en équipe. Et pour le dire d'un mot, le capitalisme nordique, très différent du capitalisme français, est un capitalisme de co-décision. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès qu'une entreprise dépasse une certaine taille, elle est considérée par la loi elle-même, par le législateur, comme un objet d'intérêt commun. Et donc c'est le législateur, pour répondre à une des préoccupations vis-à-vis de l'actionnaire, ou du pouvoir de l'actionnaire, c'est le législateur qui dit, au-delà d'une certaine taille, l'actionnaire n'est plus en position d'imposer ses vues. Si je prends l'exemple des Pays-Bas, au-dessus d'une certaine taille, la loi impose que les entreprises soient organisées entre conseil de surveillance et directoire. La loi l'impose. Cette structure à 2 étages que les dirigeants français détestent, elle est imposée par la loi au-dessus d'une certaine taille partout dans l'Europe du Nord. Le conseil de surveillance lui-même, il surveille le management, bien entendu, il nomme le management et il est garant de la pérennité à long terme de l'entreprise. Donc l'entreprise est gérée dans son intérêt social de long terme. Quand je vois que c'est introduit depuis ce matin, si j'ai bien compris, dans la loi Pacte, comme une décision révolutionnaire, je me permets de sourire. La loi l'impose dans toute l'Europe du Nord. L'entreprise est gérée dans son intérêt de long terme au profit de l'ensemble des parties prenantes. Ce qui veut dire que dans un certain nombre de cas, l'actionnaire n'a pas la possibilité de dominer le conseil de surveillance. Sa présence au conseil de surveillance est limitée en nombre. Et surtout, l'indépendance du conseil de surveillance ne peut être remise en cause par personne. Deuxième caractéristique, toutes les décisions de l'entreprise, sans exception, toutes les décisions importantes, sont prises conjointement par les représentants des salariés et
le management. Il n'y a pas une décision importante qui échappe à la codécision. Troisièmement, mais c'est presque un ornement par rapport à ce que j'ai dit, dès lors qu'il y a codécision, il est assez normal que les représentants des salariés soient présents dans une proportion qui varie entre 30 et 50%, suivant les pays d'Europe du Nord, soient présents au conseil d'administration. Mais c'est surtout au niveau du comité d'entreprise que se passent les décisions, la codécision. À la différence de la France où le comité d'entreprise, même si on l'appelle maintenant comité social et économique, n'a aucun pouvoir d'aucune sorte, dans toute l'Europe du Nord, toutes les décisions doivent être approuvées par le comité d'entreprise. Donc, on a sous les yeux un capitalisme qui marche beaucoup mieux en termes de relations avec l'ensemble de la société. Deuxième considération aussi, quand vous avez ce type d'organisation, quand vous avez une loi ou un code de gouvernance néerlandais qui dit vous pouvez contrôler à 100% une entreprise, vous n'avez pas le droit d'avoir plus d'un représentant au conseil de surveillance, c'est une excellente protection, Patrick, contre les OPA. C'est une poison pill, comme on dit dans notre jargon, absolument remarquable. Qu'est-ce qui manque à tous ces pays par rapport auxquels, une fois de plus, on a un retard considérable? Qu'est-ce qui leur manque? Juste une chose, qu'ils n'ont pas plus que nous, mais ils sont plus avancés que nous dans la construction de leur appareil productif, c'est une vision de long terme, une vision industrielle de long terme. Parce qu'ils ont tellement voulu asseoir le dialogue dans les entreprises sur une relation exclusive entre partenaires sociaux, entre les dirigeants et les salariés, l'État est sorti du jeu. L'État n'est pas dans l'appareil productif, du tout. Et donc, de temps en temps, on se dit, ça manque un peu de vision de long terme. On est à l'opposé du modèle chinois, de ce point de vue-là. C'est un modèle décentralisé qui repose sur les acteurs sociaux. Si je compare par rapport au capitalisme français, je vais terminer là-dessus, par une note critique, le capitalisme français, il est divisé, si je puis dire, par une contradiction fondamentale qui est d'ailleurs depuis la Révolution française qui est là. Hein. D'un côté, on est égalitaire, on veut une égalité parfaite, et de l'autre côté, article 17 de la Déclaration des droits de l'homme, le droit de propriété est inviolable et sacré. Donc le patronat français considère que son droit de propriété inviolable et sacré lui donne une autorité sur tout et une prise de décision légitime sur la totalité des aspects de fonctionnement de l'entreprise. En gros, il rêve en fait d'avoir le même type de pouvoir et de relation avec le salariat que le capitalisme anglo-saxon. Et de l'autre côté, on a des représentants salariés qui pensent que la seule manière de faire aboutir leurs revendications, c'est la lutte, c'est l'insurbordination, c'est le conflit. Et donc ça, c'est un élément de faiblesse absolument fondamental. Donc je pense que si on veut résoudre nos faiblesses propres, avant de régler le problème des faiblesses européennes, nous devrions faire de vraies avancées en direction d'un système de codécision dont nous avons le modèle sous les yeux, mais que nous refusons de regarder. Merci beaucoup, et ça fait du bien de conclure de cette façon-là, puisqu'effectivement, on a des modèles qui seraient peut-être intéressants de suivre. Toujours extraordinaire de voir à quel point nos amis nordiques sont en avance dans plein de domaines. Et donc, c'est pas mal de s'en inspirer. Alors, il nous reste peu de temps. Je voudrais juste lancer le débat et ensuite, il y a un micro qui va circuler dans la salle. Il y a quelque chose qui revient beaucoup dans les propos des intervenants, c'est la faiblesse de l'Europe, notamment en matière industrielle, face aux champions chinois. Et ça, c'est vrai que le capitalisme chinois, on n'en a pas beaucoup parlé, mais sa percée est absolument fulgurante. Donc, j'aimerais, autour de la table, se poser la question sur que faire pour construire des champions européens, notamment, qu'est-ce que vous proposez? Peut-être je vais passer la parole à Elie.
pour concrètement se dire, bon, maintenant, si on se met au travail, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Oui, juste 2 mots en forme de réponse. Je dirais qu'il y a 2 bonnes nouvelles en ce moment. La première bonne nouvelle, c'est la stratégie agressive de la Chine dont on vient de parler et la stratégie agressive des États-Unis. Au fond, avec leur modèle de développement, les Chinois réalisent la promesse du colbertisme et avec leur modèle de conflictualité commerciale, les Américains nous obligent à nous déterminer. Et face à cette double adversité, les choses bougent. Au cours des derniers mois, on assiste à une véritable mutation en Allemagne. Il y a eu un document produit par le ministre de l'économie allemand qui s'appelle le document Altmaier sur la politique industrielle. On croit lire de la politique industrielle française dans le texte, alors que pendant des décennies, les Allemands nous expliquaient qu'avec notre projet de politique industrielle, nous faisions dans le protectionnisme, l'étatisme, l'interventionnisme, etc. Or, ce document Altmaier ouvre des vraies voies. Deuxièmement, il y a un document du patronat allemand qui dit que nous assistons à une concurrence de système. C'est-à-dire que le défi chinois, ce n'est pas un défi concurrentiel, ce n'est pas un défi commercial, c'est une concurrence de système. Si nous sommes dans une logique de concurrence de système, et si on oppose aussi clairement dans des documents stratégiques allemands le modèle américain, le modèle chinois et un modèle européen à construire, alors peut-être, face à l'adversité, face à la nécessité, face à la montée des tensions, du fait des évolutions allemandes, peut-être qu'il commence à devenir possible de construire quelque chose ensemble. Merci beaucoup. Patrick, vous voulez réagir justement au modèle nordique notamment? Non, juste pour ne pas garder en aparté avec Jean ce que nous disions. Je crois que ce qui manque dans le modèle nordique, c'est quelque chose qui est compliqué à faire, parce que dans le modèle anglo-saxon, il y a quand même quelque chose qui est positif, c'est l'innovation. C'est un modèle qui pousse considérablement à l'innovation. Si vous cherchez à vous enrichir, il y a une mauvaise façon de le faire qui est la rente de monopole, une bonne façon de le faire, c'est la rente d'innovation. Et le modèle anglo-saxon a quand même une capacité d'innovation qui est tout à fait considérable. Donc il me semble qu'il y a une question extrêmement complexe qui est, si on part d'une base qui est le modèle nordique européen que Jean décrit très bien, donc on intègre le plus possible les parties prenantes, etc., est-ce que ce modèle n'a pas une composante de sclérose, puisque finalement il marche bien de façon sympathique, quoi, je dirais, mais il n'y a pas l'aiguillon qui pousse à l'innovation. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait faire pour introduire dans le modèle nordique quelque chose qui génère la même dynamique d'innovation que ce qu'on a dans le modèle anglo-saxon? La réponse de Jean, si je comprends bien, c'est l'État. Ce qui est aussi la réponse de Xi Jinping, quoi. Donc, Pierre Levat, Xi Jinping, même combat, en disant... pas tout à fait. En disant l'État, en disant l'État, finalement, va... en plus, dans ce modèle, donner des directions. C'est très intéressant dans la Chine, dans le changement complet de stratégie qu'Elie décrivait de la Chine, mais qui est récent, en fait. Xi Jinping, il y a un mois, a eu une phrase tout à fait extraordinaire. Il a dit « Le secteur privé a sorti la Chine de la pauvreté. Maintenant, il a joué son rôle et on revient au basique, qui est en gros les grandes entreprises d'État. » Donc la vision de Xi Jinping, c'est... l'État et les grandes entreprises d'État sont capables de mettre cet aiguillon innovation. La vision anglo-saxonne, c'est pas du tout, c'est la Silicon Valley, donc c'est la capacité à gagner de l'argent, à aller se coter en bourse, à lever des fonds, etc. Donc ma question, c'est comment est-ce qu'on injecte de façon intelligente un aiguillon d'innovation dans un modèle coopératif de type européen du Nord? C'est une très bonne question, Patrick. D'abord, la critique est fondée vis-à-vis du capitalisme nordique, mais la capacité d'innovation du capitalisme français ne me paraît pas supérieure, entre nous. Donc, c'est même l'inverse. En matière d'innovation, les Suédois sont bien au-dessus de la France. Exactement. Donc, bon, ils ne sont pas encore au niveau suffisant, mais bon. Donc la vraie question, qui est une question pour non traitée jusqu'à présent, en particulier par... les gens de gauche qui sont gênés par cette question. Et j'en fais partie, donc. Il y a 2 réponses aujourd'hui dans le monde. L'une, c'est le désir d'enrichissement. C'est la réponse anglo-saxonne. Il y a une deuxième réponse, qui est la réponse chinoise, qui a été une tentation très forte pour une large partie de la gauche française pendant très longtemps, et qui reste une tentation aujourd'hui. On le voit bien même à travers certaines composantes du mouvement écologiste. La deuxième
tentation, c'est l'État. C'est l'État qui prend en main. C'est l'État qui décide. Je pense que ces deux réponses sont, en termes de construction de société, deux réponses extraordinairement dangereuses. Et ce que j'imagine, c'est un État qui devienne intelligent, c'est-à-dire qui soit capable, non pas de donner des ordres, non pas de diriger par lui-même l'ensemble de l'appareil productif, mais de donner des incitations, des orientations, des éclairages qui soient capables de regarder l'avenir, d'élaborer des visions de long terme et ensuite d'essayer de les faire partager. Pour dire les choses d'une manière un peu plus agressive encore, pour bien me faire comprendre, j'ai l'impression qu'on a aujourd'hui, prenons la France, un État qui est capable de faire ça, d'animer le grand débat avec un horizon à 6 mois. J'aimerais bien un État qui soit capable d'animer le grand débat avec un horizon à 20 ans. Et c'est ça ma réponse. Et c'est particulièrement vrai dans le domaine de l'appareil productif et de l'organisation industrielle. Les filières industrielles françaises qui marchent bien, il y en a malheureusement très peu, ont cette capacité-là. Pourquoi ne pas espérer qu'on a un jour un État qui soit capable d'intelligence? Merci. Benjamin Carrière, rapidement, avant de donner la parole à la salle. Oui, rapidement, pour dire que je partage l'avis, y compris présenté sous forme un peu de provocation par Eli Cohen en disant il y a deux bonnes nouvelles, l'agressivité de la Chine et l'agressivité de Trump. Mais toujours pareil, moi j'aime bien convoquer un peu de profondeur historique. Bien. Qu'est-ce qui nous a permis en Europe d'occuper la place historique qu'on a occupée en Europe? Bien, qu'on a occupée dans le monde, pardon. C'est qu'on a su conjuguer la révolution industrielle, bien, avec le welfare state, c'est-à-dire avec le fait que, bon an, mal an, malgré les inégalités, etc., on a amené l'ensemble des populations vers des modes de vie un peu différents. Bien. Donc, c'est ça notre innovation. Notre innovation, c'est d'avoir fait la révolution industrielle avec, on va dire, pour parler vite, l'État social. Bien. Aujourd'hui, la grande menace, je répète, je suis étonné d'ailleurs que personne ne reprenne, c'est la question climatique et la question de la transition écologique. Et donc, comment dire, la grande possibilité pour l'Europe de réoccuper une position centrale, c'est qu'elle s'engage résolument dans ce nouveau modèle de transition écologique et climatique, qui suppose évidemment des bouleversements technologiques en matière d'appareils productifs, etc., mais qui va supposer aussi des modèles de travail, des modèles de protection sociale renouvelés. Et c'est dans cette direction qu'il faut aller. Et alors là, maintenant je boucle avec les deux interventions précédentes. Le privé tout seul ne le fera pas, ça. Il ne le fera pas. Si on n'ouvre pas la voie, il n'ira pas de ce côté-là. Moi, j'ai lu, comme tout le monde, une statistique dans Le Monde il y a quelques jours qui m'a terrorisé. Cette statistique, c'est que 70% du financement des banques consacré à l'énergie va aux énergies fossiles. Vous vous rendez compte? C'est avec ça qu'on va faire la transition écologique? Bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que la puissance publique ouvre la voie en s'engageant dans des directions nouvelles, rendre rentable un certain nombre de secteurs. Ce qui vient de se passer sur les éoliennes en mer est très caractéristique. Le premier appel d'offres sur les éoliennes en mer, il y a eu une entreprise. Maintenant, il y en a 6. Pourquoi? Parce que... Oui, il y en a 9. Pourquoi? Parce que l'État a rendu crédible que c'est une perspective. Donc moi je prêche pour de l'économie mixte, si je peux dire. Vous voyez, je suis très très modéré. Bon, mais c'est indispensable. Le privé ne la fera pas, la transition écologique. On parle beaucoup, mais c'est passionnant. Il lui reste 3 minutes pour prendre une question ou deux dans la salle. Alors est-ce qu'il y a des... Voilà, il y a un monsieur au fond.
Non. Ah, là-bas, le micro. Allez-y. Oui, bonjour. La question que je vous pose à M. Perlevin, c'est vraiment pourquoi il n'y a pas de traduction politique du capitalisme nordique? Pourquoi on ne trouve pas dans les différentes vagues politiques depuis 20 ans une présentation, une reprise par les politiques de ce capitalisme de codécision? Enfin, c'est ça qui semble surprenant. Alors, question très intéressante, allez-y. Je vais vous répondre par une anecdote personnelle. C'est culturel. Nous refusons de regarder en dehors de nos schémas établis. Alors, anecdote personnelle, j'ai sorti en 2005 un livre qui s'appelait Le capitalisme total et qui était la description du capitalisme anglo-saxon en train de se développer. Succès de librairie formidable, 30 000 exemplaires vendus, 10 traductions, y compris une traduction chinoise. Je viens de sortir l'année dernière un petit livre de description du capitalisme, de la codécision, en disant le capitalisme bien commun, ça existe, le voilà, bide total. Voilà la réponse. Ça n'intéresse personne en France. Nous sommes tous, les hommes politiques, les syndicalistes, les économistes libéraux, les économistes atterrés, nous sommes tous dans des postures établies. Merci de cette réponse. Je complète juste en disant quand même qu'un certain Emmanuel Macron, pendant la campagne, disait s'inspirer du capitalisme nordique. Et alors, c'est pas ce que c'est. On ne pas ce que c'est. On peut en débattre, mais il y a certaines propositions qui, sur le papier, étaient inspirées du capitalisme nordique. Monsieur, vous avez le privilège de poser la dernière question. Il nous reste 2 minutes. Ah, alors peut-être les deux en même temps, non, parce que... Allez-y. Bonjour, alors je m'adresse à vous tous, notamment sur la construction européenne, qui est nécessaire, vous l'avez tout à l'heure évoqué. Cependant, on constate une montée des populismes nationalistes partout en Europe, que ce soit l'AfD, le RN en France, par exemple. Et est-ce que ça ne met pas en péril cette vision et surtout cette nécessité, en fait, car nous avons besoin de cette construction européenne, cette Europe unie, cette Europe même, je dirais, fédérale peut-être. Est-ce que il n'y a pas un danger Alors, merci beaucoup. Alors, qui veut répondre sur les populismes? Anne-Marie. Bon, alors d'abord, un truc qui est embêtant dans l'Europe de gens, dans l'Europe du Nord, c'est qu'il y a un développement incroyable des populismes les plus moches en Europe du Nord. Moi, j'avais été très frappé par le Danemark. Bon, bref, c'est pas ça le sujet. Le sujet, écoutez, moi je trouve que justement, c'est parce qu'il y a les risques que vous dites et qu'on constate qu'il faut se remuer pour la changer, l'Europe, avec les différentes bonnes nouvelles qu'a dites Élie, les différents axes dont j'ai parlé. Pour moi, il y a une clé là-dedans, c'est les compromis, mais les compromis en comprenant les autres pays. C'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer à propos des panneaux solaires. Bon, parce que je veux dire... Toutes les idées qu'on partage autour de la table, chacun avec des expressions différentes, c'est des idées françaises, de droite, de gauche, du milieu ou d'ailleurs. Bon. Sauf que on a beaucoup de mal à les faire partager. Bon. Et donc, je crois que le sujet, il est le partage de ces compromis-là, en utilisant toutes les failles positives qui viennent d'être évoquées, pour les faire partager en Europe, sur une Europe qui, justement, soit plus, comme on dit... protectrice ou plus vaillante et plus confiante en elle-même aussi. Hein. Merci beaucoup. Malheureusement, on n'a plus le temps de prendre des questions. Je vous remercie pour votre attention et ce débat a été vraiment passionnant. Merci à tous.